Bonjour, bienvenue à l'émission Expédition, votre magazine hebdomadaire de plein air. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Régis Pajot, qui est un des concepteurs de la compagnie Chlorophylle, dis-je. Alors, bonjour Régis. Bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Aujourd'hui, nous allons surtout parler des différentes phases de l'habillement pour une expédition allant de la simple marche à la grosse expédition en plein air dans le Nord. Oui, Marcel, on va parler d'un principe global d'habillement, un principe intelligent qui se veut une façon de s'habiller pour toute activité de plein air qu'on va pratiquer, évidemment, dehors. Nous allons surtout parler des différents tissus, des différentes caractéristiques. Nous allons voir aussi nos mannequins défiler les vêtements. Vous allez pouvoir nous expliquer ça. C'est ça. À partir de nos mannequins, on va décrire la façon de s'habiller et en même temps, on va décrire les particularités de chacun des tissus qu'on va utiliser parce que ça va être important de savoir pourquoi on va utiliser des vêtements faits de telle façon et avec tel tissu. Oui, parce que je crois que chez vous, vous avez un principe qui est très important, c'est que les gens doivent être au chaud et au sec. Confortable. On va dire confortable au départ. Et c'est sûr que là, être au chaud et être au sec, c'est être confortable. Donc, pour ça, on a une façon de travailler, c'est-à-dire que tous les concepteurs de produits de plein air chez Chlorophylle sont des personnes qui pratiquent des activités de plein air. Quand je dis activité de plein air, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être gratter l'entrée, comme faire du ski de fond, faire du ski alpin, tondre la pelouse ou aller faire une expédition sur un des plus hauts sommets au monde, sur l'Everest ou sur le K2. Mais vous, justement, vous parlez, pour vérifier votre qualité là, de vêtements, je crois que vous êtes vous-même les concepteurs, ceux qui sont les cobayes et qui essaient les vêtements puis qui partent en Exactement. Quand on est sur le terrain, on vérifie. Premièrement, on trouve les besoins. On découvre les besoins pour faire des produits parce que quand on décide de faire un produit, il faut partir de quelque chose. Ça fait que si je me gèle les mains, je vais décider que je vais faire des gants. Lorsque je décide que je fais des gants, je vais établir une problématique et à partir de cette problématique-là, je vais trouver des solutions qui vont venir à faire quelque chose qui conviendrait à régler mes problèmes. Quand j'ai fait, trouver les solutions à ma problématique, on va passer à la planche à dessin, on va faire des dessins, des patrons, des prototypes, et tout le tralala pour en finir avec un produit qui va régler le problème que j'avais, c'est-à-dire je jette des mains lors d'une certaine activité. OK. Justement, si on part de la conception et on se rend jusqu'à la mise en marché du dit vêtement, ça peut prendre combien de temps? Ça joue en combien de temps? Ça peut être bien différent, mais généralement, on va parler d'un an à peu près. De l'idée de départ de faire un produit, de faire la conception, passer à la fabrication et à la mise en marché, un an. OK. Justement, nous allons voir Marie-Josée qui va nous présenter des vêtements. Hein? Oui, c'est ça. Tu peux nous commenter un peu? OK. Ça fait que, évidemment, comme tout concept, on va commencer par la base. Ici, Marie-Josée porte des sous-vêtements, c'est-à-dire, en dessous des sous-vêtements, elle est nue. Donc, c'est la base. C'est le sous-vêtement qui va remplacer la couche protectrice que notre corps a. Parce que notre corps a déjà des principes de protection. Et donc, il faut travailler avec ça. Le sous-vêtement va remplacer une pellicule d'air qui a à la surface de notre corps et qui doit être protégé tout le temps. Donc, le sous-vêtement protège ça. C'est la base de notre principe. On va utiliser pour ça un tissu qui est en fibre synthétique, parce que les fibres synthétiques ont comme avantage, comme caractéristique intéressante, de résister à l'eau et de sécher très rapidement. C'est-à-dire que chaque molécule de la fibre est en plastique. Elle ne se mouille pas par elle-même. Il n'y a pas d'eau qui va pénétrer dans la pellicule. Lorsqu'un tissu en synthétique est mouillé, c'est de l'eau qui est entre les fibres et non dans les fibres. OK. C'est comme, admettons, moi, je transpire, je veux dire, c'est à ce niveau-là que vous voulez vous en C'est parler, ça. là. Si tu fais une activité qui fait que tu vas transpirer, tu vas peut-être mouiller ton sous-vêtement, mais par la chaleur de ton corps, cette humidité-là va ressortir pour aller se déposer dans la couche suivante. C'est pour ça qu'on va travailler avec un système en couche. Et là, on a la première couche. Ici, Marie-Josée porte un haut et un bas de sous-vêtements et elle a rajouté par-dessus un genre de petite camisole qui va devenir une deuxième couche. Je crois qu'elle a la capine aussi. Là. Oui, je sais pas un si elle petit peut, capuchon qui
peut servir, c'est sûr que c'est des sous-vêtements pour des expéditions ici. Ce capuchon-là va servir pour habiller la tête avec ça. Lorsqu'on a un bon sous-vêtement comme ça, ce qu'on va pouvoir ajouter, ça va être une couche isolante pour se protéger du froid. Ici, évidemment, on s'en va dans des températures froides, comme on va avoir ici l'hiver. Il faut toujours tenir compte de la température extérieure et de l'activité qu'on va faire pour travailler avec le système en couche, combien de couches on va mettre. Donc, notre mannequin a enfilé par-dessus les sous-vêtements un chandail et un pantalon en Polar Plus. Le Polar Plus, c'est une fibre encore en polyester, en fibre synthétique. Plus épais. Plus épaisse que l'autre, qui est un peu le même style de fibre. Cette épaisseur-là va devenir notre couche isolante, c'est-à-dire elle va être assez épaisse pour retenir une certaine quantité d'air et la stabiliser. Et elle va quand même être pas trop épaisse pour pouvoir faire une certaine activité. Donc, avec les vêtements que Marie-Josée porte là présentement, les sous-vêtements, le chandail en Polar Plus et un survêtement coupe-vent qui va abriter notre isolant pour pas qu'il y ait de déstabilisation de la couche d'air qui est emprisonnée dans la fibre isolante. Elle va porter un vêtement coupe-vent qui est en même temps un vêtement imperméable, qui va résister à la neige. Je crois que le tissu, c'est le Gore-Tex. C'est ça. Qu'est-ce que ça a de précis, ça, le Gore-Tex? On entend souvent parler, c'est de plus en plus à la mode, de plus en plus populaire, mais on ne sait pas en quoi ça consiste exactement. Pouvez-vous donner un aperçu? Le Gore-Tex, c'est, en fin de compte, ce qu'on appelle le Gore-Tex, c'est une pellicule. La petite pellicule blanche qu'on peut voir ici, cette petite pellicule-là, c'est ça le Gore-Tex. C'est une pellicule de Teflon qui est collée par-dessus un tissu. Ça pourrait être différents tissus, mais dépendamment de quel tissu on va utiliser, on va en arriver à une efficacité différente. Nous, on utilise un Tactic, qui est encore un composé de nylon et de polyester, et par-dessus ça, on va laminer la pellicule de Gore-Tex. Vous voulez dire que c'est pas comme, admettons, un imperméable quelconque, ou ce que c'est comme le genre de couche qu'on met là, c'est vraiment laminé ou ce qu'on le colle? C'est deux tissus, c'est ça. Donc, on va appeler ça un composé 2 plis. On peut l'avoir sous forme de 3 plis aussi. On va avoir le tissu, ce qu'on va voir en rouge ici. La petite pellicule blanche que, pour l'instant, on devine est derrière un petit filet qui va devenir une couche protectrice pour la pellicule de Teflon. Donc, ce procédé-là, on va l'appeler un procédé 3 plis. C'est le pantalon le pantalon kangourou qu'Isabelle porte, est fait avec un Gore-Tex 3 plis. Et ce pantalon-là, ça veut le coupe-vent qui va être imperméable. Donc, elle peut aller jouer dans la neige sans se mouiller et elle pourrait résister à la pluie. Vous voulez dire même une pluie torrentielle, il n'y a aucun problème? Même une pluie torrentielle. Lorsqu'on conçoit des vêtements qu'on construit des vêtements avec ces tissus-là, chacune des coutures est scellée avec une petite bande qui adhère à la couture, qui est collée par un procédé à chaud, qui va sceller toutes les coutures. Donc, ça devient un vêtement imperméable et qui a aussi, comme grande particularité, ça respire. Ça laisse échapper les vapeurs d'eau qui viennent du corps. Donc, dans notre système en couche, si on repart du début, on a les sous-vêtements qui, eux autres aussi, laissent passer l'humidité. Donc, la chaleur de ton corps, lorsque tu fais de l'activité, il y a toujours une vapeur d'eau qui se fait. Il ne faut pas qu'il y ait condensation. Donc, la vapeur d'eau va passer à travers du sous-vêtement, ensuite à travers la couche isolante, ensuite elle va arriver sur la couche protectrice contre le vent. Mais si c'est une couche protectrice complètement imperméable, elle va condenser et là, ça va faire de l'eau. Mais si la pellicule peut respirer, elle va laisser sortir la transpiration et là, tu demeures au sec. Et ce qui est très important à souligner, c'est que ce sont des vêtements extrêmement légers, qui ne sont pas pesants, là, où ce qu'on... C'est ça. C'est des vêtements légers, c'est des vêtements souples, c'est des vêtements... Le fait d'utiliser un système en couche, c'est adaptable à toutes les conditions. Si lorsque tu as endossé le coupe-vent, tu fais une activité et tu as trop chaud, tu peux aérer en enlevant une des parties et ne pas être pas assez habillé. C'est le principe de la pelure d'oignon. Plus tu en mets, plus tu as chaud, plus tu en enlèves, mieux t'es. Parfait. Alors, nous allons voir ici Marie-Josée qui
qui portent des vêtements plus au niveau, lorsqu'on est au niveau passif, je ne sais pas, devant un feu, et qu'on ne fait plus d'activité, que c'est temps mort. Là, c'est vraiment des vêtements d'expédition pour les grands froids. Lorsqu'on est en expédition, que ce soit l'approche du pôle Nord ou la traversée de l'île Ellesmere ou encore quelque chose du genre, après avoir utilisé l'ensemble qu'on avait tout à l'heure pour faire l'activité, skier ou faire de la raquette ou travailler derrière un traîneau à chien, le soir, lorsqu'on arrête, parce qu'on va devenir inactif, là, ça demande d'être beaucoup plus habillé. On va endosser ce qu'on appelle la doudoune d'expédition et le surpantalon d'expédition. Ça, c'est le vêtement. On va endosser ça par-dessus tous les autres vêtements. Ça devient notre dernière couche. On empile tout ça. C'est un vêtement qui, là, a un très, très gros isolant. Un isolant à expansion, c'est-à-dire un isolant qui va nous permettre de pouvoir l'écraser pour le transporter, pour le mettre dans les bagages. Mais lorsqu'on va le libérer, il va reprendre son expansion. C'est un isolant qui a une mémoire. Donc, très malléable aussi. Très malléable. Le grand principe d'isolation est toujours, dans un isolant, de pouvoir retenir une grande quantité d'air et la stabiliser. L'isolant ici, qui reprend son expansion, ça fait comme le principe d'une éponge. Il absorbe de l'air, donc on a une grosse quantité d'air qui est emprisonnée à travers les fibres. Là, il faut, pour qu'il soit stabilisé, qu'il y ait un coupe-vent qui empêche le vent, la convection, de venir faire une turbulence et faire ressortir l'air qui est accumulé dans notre isolant. Et là, notre corps va réchauffer cette quantité d'air-là, qui, elle, vu qu'elle est stabilisée, devient la couche chaude, la couche tampon entre notre corps et la température extérieure. Mais est-ce qu'il n'y a pas des chances à un moment donné que cette fameuse laine-là se ramasse toute dans un coin et ça devient trop épais, ou j'imagine que la manière de procéder, c'est évident que ça peut arriver, mais ça va être évité dépendamment de quelle qualité d'isolant on va utiliser et de quelle façon la construction va être faite. C'est pour ça ici, là, on a juste une partie de cette construction-là, mais on voit ici qu'il y a une couture ici qui empêche l'isolant, empêche la migration de l'isolant. Lorsqu'on va faire la construction d'un vêtement comme ça, c'est évident qu'à la couture qu'ici, on a un point froid, mais là, on va entrecroiser les bardeaux, on va appeler ça une construction en bardeau, on va entrecroiser les bardeaux de manière à couvrir le point froid. C'est-à-dire, le bardeau suivant va venir se poser sur la couture. C'est ça qui va éviter un point froid. Donc, nous allons voir maintenant une série d'images où on va voir la conception à partir du début et jusqu'à aller à la mise en marché des vêtements de votre usine avec... Notre usine à Chicoutimi, oui. Exactement. Donc, au départ, c'est la conception. Après que, comme je t'expliquais tout à l'heure, après qu'on ait passé à la planche à dessin, qu'on ait fait le dessin qu'on veut, on s'en vient à notre département de recherche, qui est une mini-usine où on a tout ce qu'il faut dans ça pour faire ce qu'on appelle des prototypes. Donc, avant chaque prototype, à partir de notre dessin, on va faire des patrons. Et à partir des patrons, on fabrique des prototypes. On essaie nos prototypes et jusqu'à temps qu'on en arrive à ce qui correspond à ce qu'on veut. Par la suite, on va passer à notre petite salle d'ordinateur où on va pouvoir entrer toutes les données de nos patrons dans l'ordinateur qui, lui, est relié à un robot. Un robot, une table à dessin robot, qui est en mesure de reproduire... exactement ce que vous voulez. Exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, va nous permettre de faire trois choses. Soit de reproduire la pièce de patron que l'on veut sur demande. Donc, ça devient notre classeur pour nos patrons. On a pu avoir des piles de patrons empilés. L'arrangement. Et on va pouvoir lui demander la pièce qu'on veut ou tout le patron qu'on veut d'un produit. Ou encore, une deuxième fonction, il va pouvoir nous préparer la gradation, c'est-à-dire les différentes grandeurs pour un produit. Jadis, c'était fait à la mitaine, c'était très compliqué et beaucoup d'ouvrages. Maintenant, ça, c'est très rapide. Et ensuite, préparer un marqueur pour la coupe des produits. Et ça, c'est encore quelque chose de très compliqué qui demande des calculs. Et le marqueur, c'est un grand plan qu'on va pouvoir étendre sur notre table de coupe par-dessus un matelas, c'est-à-dire plusieurs tissus empilés. Et ce marqueur-là où il va y avoir de dessiner toutes les pièces du produit. Et pour une production de produit, c'est-à-dire 500 vestes,
Pour 500 vestes, on va avoir un matelas qui va, un marqueur qui va avoir dessiné tout ça, et où on va avoir l'ordinateur va avoir placé les pièces avec un taux de rentabilité beaucoup plus intéressant que si c'était fait à la mitaine. OK. Ça, c'est plus rapide puis c'est plus efficace, dans le fond. C'est ça. Fait que ça, c'est les fonctions de notre ordinateur qui fait ça. Qui fait tout? Quand on a taillé nos pièces, là, on numérote toutes nos pièces et on les amène à l'atelier de couture. Et puis là, on va coudre. Il y a différentes machines pour coudre, évidemment. Là. Ici, on voit notre petite machine qui scelle les coutures de Gore-Tex, comme je t'expliquais tout à l'heure. Le par-dessus pour que tout soit... Qui installe le ruban adhésif pour rendre des coutures étanches. On voit ici aussi un petit machin qui nous permet de vérifier les coutures, le scellage qu'on a fait, si ça peut résister à une pression. OK. Il y a différents machins ici. On est en train de vérifier le scellage où les endroits se croisent. OK. Au niveau des coutures, là aussi? C'est au niveau des coutures, c'est ça, lorsque les coutures se croisent. En tout et partout, vous êtes combien? Il y a combien de personnes qui travaillent à l'usine? À Chicoutimi, il y a 40 personnes qui travaillent dans l'atelier, qui font la couture, la coupe, les inspections, parce qu'il y a beaucoup d'inspections. Il y a toujours, dans la fabrication d'un produit, 2 ou 3 étapes d'inspection qui vérifient si tout se fait dans l'ordre et de manière à arriver à un produit fini qui correspond exactement aux critères de qualité que nous, on veut offrir. Parce que c'est important, parce qu'on veut que ça soit confortable, on veut que ça soit résistant, on veut que les produits ne lâchent pas dans des circonstances. Ne lâche jamais, parce que si tu te ramasses à l'ascension de l'Everest puis tu as le vêtement te lâche, tu ne seras pas content, ça va être déplorable. Et aussi parce qu'on offre une garantie à vie. OK. En passant. Et puis vous dites que vous avez 40 employés qui sont au niveau de la conception à chaque étape, puis vous avez d'autres employés, j'imagine aussi. En tout et partout, Chlorophylle à Chicoutimi, c'est combien d'employés? Chlorophylle à Chicoutimi, c'est 60 employés. Mais on pourrait rajouter encore d'autres mondes parce qu'il y a tout un concept Chlorophylle qui veut aussi avoir un organisme qui offre des programmes d'aventure. Et... OK, merci. Juste pour une petite anecdote comme ça, je crois que le nom de vos vêtements, ça se rapporte souvent, OK, à des noms qui ont rapport avec le plein air, mais je crois aussi que ça dépend. Certaines expéditions, à un moment donné, vous allez dire, on va appeler un vêtement avec tel nom. Je ne sais pas si vous pouvez me donner une anecdote. Ça va un peu avec la conception de nos produits. Souvent, nos produits vont venir l'idée de faire un produit va venir de notre recherche sur les besoins d'un client. Pas d'un client, mais de la clientèle en général, OK. à partir d'une recherche sur le marché international des tendances. Et là, on va choisir des noms qui vont correspondre à un concept global. D'autres fois, ça va être un produit on va découvrir un besoin lors d'une expédition. Et souvent, là, le nom va venir tout de suite automatiquement. T'sais. Le nom va venir avant le produit. S'il décide de faire une casquette à tel endroit au Groenland, puis je me situe dans un petit village inuit qui s'appelle Nuuk, la casquette que je vais faire, elle va s'appeler Nuuk. T'sais. Et c'est certain. C'est pour ça que des fois, il y a des noms qui sont assez spéciaux. Et lorsque vous êtes en expédition, vous êtes une équipe ou bien est-ce que ça arrive des fois que ceux qui sont les cobayes, en fait, se rendent tout seuls à une expédition? Puis, mais j'imagine que tout le temps... Tous les gens qui font la conception chez Chlorophylle font des activités de plein air à l'année longue. Donc, il y a des produits qui vont être pensés lors d'une sortie de fin de semaine, mais d'autres produits vont être essayés et pensés lors d'une longue sortie. Tous les ans, on fait au moins 2 grosses expéditions. Et là, on vérifie et on essaye différents produits. OK, alors je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une longue vie à Chlorophylle et tout ce qui entoure. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.